On vous envoie un gros bol de bonne humeur, un gros bol de soleil. Carlos est avec nous sur ce plateau. Sa nouvelle chanson s'appelle RTT. On a véritablement envie de partir en vacances, peut-être en RTT Carlos. Écoutez cette chanson. C'est du Carlos traditionnel, du Carlos pur jus. Hein. Oui, mais tiens, moi je ne parle que des faits de société. Oui. Donc tout bronzé, c'était quand... Écoutez ça. Y a personne, pourtant c'est le bon numéro qui sonne. J'appelle sa maison toutes les heures, mais je tombe toujours sur son répondeur. C'est même pas le mois d'août, c'est même pas le week-end. Où qu'elle est ma doudoune depuis le début de la semaine. C'est vrai ça, où qu'elle est? Elle est en RTT, partie pour 6 jours. Vive la liberté et vive l'amour. Elle est en RTT, l'été à l'air. Peut pas un air d'été. Un air d'été super, elle est en RTT. Y'a qu'un coup de cadeau. Elle a baisé toute l'année, quoi. C'est non, on a l'impression. Vous avez toujours. Non, mais c'est vrai. Regardez. Suffit de vous regarder, on se croit. On est en vacances. Je suis sur la route beaucoup pour les spectacles avec mon équipe, avec les danseuses. Et puis je pars en Turquie pour faire le 11e. On va en parler. Le la mer. Ouais. Après, je pars en Guyane. Entre-temps, je fais des grosses têtes. Non, c'est ça du RTT, non. Ouais. Et puis, je veux bien. Entre-temps, on fait des disques aussi. Voici donc des disques, voilà. RTT. Et bientôt l'album avec Claude Lemel, etc. Toutes les grandes équipes qui font des paroles comme ça. C'est la bonne humeur toujours. C'est l'envie de dire on va vous apporter du soleil. Ben, oui, je pense qu'on a chacun dans la vie peut-être de petits destins, comme tu disais, tu vois. Et moi, mon bonheur, c'est de donner du bonheur aux autres. Hier sur scène, j'aime bien voir la gueule des gens, ils arrivent peut-être un peu tristes, comme ça, ils repartent avec la banane. Le temps qu'ils gardent cette banane, ça ne me regarde plus, je leur ai donné. Ouais. C'est ça qui est important. On fait oublier les soucis quotidiens, parce qu'on en a, forcément, quand tu allumes la télé ou que tu ouvres le journal, tu as vu ce qu'il y a. Non. Donc il faut mieux chanter ça. Ouais. Carlos, merci infiniment de nous apporter tout ça. On va passer un bon moment ensemble. On va évidemment parler de ces chansons, de cette carrière, des copains, de la vie, de tout ce qui entoure ce personnage qu'on aime. Et puis d'abord, on va aller avec lui au Sénégal. Tiens, par exemple, allez, je vous emmène à la pêche au gros, le gros homme et la mer. Un extrait. Oui. Ça, c'est effectivement, c'est le Sénégal. Et c'est le règne de l'espadon voilier. L'espadon, voilà. Petite canne sympathique. C'est pas du gros poisson, c'est des poissons qui font entre 25 et 50 kilos. Au large de Sali, du club Espadon, dont on est parti ce matin. Vous voyez comme c'est sympa, comme on y est bien, comme on peut faire des tas de choses. Et là, on a décidé de partir à la pêche à l'espadon, l'espadon voilier. Le espadon voilier qui vient ici, dans la région, sur la corne de l'Afrique, entre Dakar et la Guinée-Bissau, pour se reproduire et faire la fête entre le mois de juin et le mois de septembre. Alors on vient, il y a plusieurs façons de le pêcher. Les pirogues le pêchent à la main, au filet, et nous on le pêche au vif, ou alors avec des petits harengs qu'on appelle les yavoy ici, ou des chinchards, soit au vif, soit au poisson mort, qu'on laisse traîner derrière des itchènes, qui sont des appâts, des petits poulpes ou des petits poissons sans hameçon, qui traînent comme ça à la surface en faisant un petit remous qui attire l'espadon qui monte et qui vient prendre l'appât. Et après on s'amuse à le pêcher. C'est tout simple finalement. On les attrape à la main, vous n'avez jamais essayé, hein? Si, d'ailleurs dans ce film-là, il y a un truc marrant qu'on a vu, c'est un gars en pirogue qui remonte le poisson, et puis le poisson part, il se relâche. Le type, il plonge habillé avec son kawaii jaune, là, il plonge pour le rattraper, et puis il le paume. Non, on les attrape pas à la main. On les prend par le rosse, on essaie de les décrocher pour les relâcher. Malheureusement, dans ces pays-là, ça représente du pognon, des sous. Et il y en a une telle quantité qui viennent que, à ce moment-là, le prix du poisson baisse beaucoup au marché. C'est pour ça qu'un poisson, je dis toujours qu'il faut qu'il soit ou dans la mer ou dans l'assiette. Ouais, pas pendu pour faire des photos. Non, c'est pas bien. Carlos, il faut respecter les poissons. Regardez ça, c'est un coffret. Hein, voilà, tous ces DVD, il va y en avoir d'autres, évidemment. Vous nous amenez à la Réunion, au Mexique, Cap-Vert. On va d'ailleurs en voir des extraits. Je vous propose encore d'aller à la pêche. Vous allez me dire pourquoi vous adorez la pêche. Mais regardez, parfois, vous attrapez des gros poissons, même, parfois. Oui, ça m'arrive, quand même.
Lorsque le poisson arrive près du bateau, on regarde s'il n'est pas blessé, s'il peut continuer à vivre sa vie dans son élément. Et comme d'habitude, on le relâche. Allez, au revoir, joli poisson. Au revoir, mon beau marlin. J'espère que tu as rendez-vous avec de très jolies marlines. Je vous signale à Maurice l'ouverture d'un nouveau salon de coiffure. Un garçon magnifique qui arrive bien sûr de Bretagne. Le salon s'appelle Goémon. Si vous voulez y aller de ma part, c'est merveilleux. C'est un salon de coiffure pour les gens qui aiment la mer, n'est-ce pas? Voilà. Ils sont 8 dans le salon. Voilà. C'est un joli plateau quand même, non? Et c'est un garçon qui n'a pas d'ourson dans les poches. Goémon de ma part. Jean-Louis Goémon. Ça c'est vous, hein. Vous pouvez pas vous empêcher de déconner. La vie est trop courte pour la faire triste. Si on est en bonne santé, il faut se marrer. Oui. Bon. C'est ça, là, dans ces films, Carlos, hein, vous nous amenez avec des rencontres comme ça, et puis vous aimez les gens, on a l'impression que vous aimez les autres, vous aimez vous nourrir de ce qu'ils sont, comme ça. En fait, dans ces films-là, qu'est-ce que je fais? J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu de la chance, je suis vice-président du plus grand club de pêche, donc je me suis baladé un peu partout, c'est pas pour mon métier, pour chanter, pour aller faire des films ou aller à la pêche. Alors, moi, je prends les gens par la main, et puis je les amène avec moi faire un voyage sous le prétexte de la pêche pour rencontrer des copains, des gens, des tronches, des gens qui ont quelque chose à dire, en fait, qui vivent, quoi, des humains, des vivants. Et c'est pas simplement des cartes postales, des villes avec des voitures garées. Non, c'est des gens qui sont là. Regardez ce qui se passe en ce moment dans les catastrophes. On voit des humains, même des journalistes qui prennent vraiment, qui s'énervent parce que, bon, la vie, ça doit être vécu, ça doit être raconté, ça doit être montré. Ouais. Alors, regardez par exemple des cérémonies. L'instant, c'était donc à l'île Maurice. Hein. L'île Maurice, avec Roland Taillac. On reste encore à l'île Maurice. Là, ce sont des cérémonies que vous commentez. Regardez, Carlos, journaliste. Ah, c'est Tamoul, oui. Kawadi. Let's go for the big mama now. Beaucoup plus sérieusement, certains habitants de l'île portent de véritables temples de fleurs sur la tête. C'est à l'occasion de la fête de Kavadi. Le Kavadi est une fête de la purification célébrée par les hindous tamouls, une des plus spectaculaires de l'île. Pour se purifier, les fidèles font pénitence en se transperçant les joues, la langue, la peau du torse et du dos, d'une multitude d'aiguilles en argent. Ils marchent aussi sur des semelles de bois hérissées de clous et ils marchent sur le feu. C'est après un jeûne et une abstinence totale sexuelle de 10 jours que les pénitents se rendent au temple tamoul pour déposer l'arche somptueusement fleurie au pied de la statue du dieu. Leur famille les accompagne pour aider à vaincre leurs souffrances. C'est une fête très émouvante et la ferveur des fidèles est très impressionnante. Ça, ce sont les gens. Hein, on le disait à l'instant. C'est les humains, c'est leur vie, c'est les Tamouls à Maurice. C'est pas simplement l'île Maurice, des hôtels sur le bord de la mer. C'est aussi des gens qui vivent, qui souffrent, qui sont heureux et qui sont différentes complètement au niveau ethnique, parce qu'il y a Rivière-Noire où arrivaient les esclaves, qui est de Tamarin. Il y a des Indiens qu'on a fait venir, les Indiens, les Tamouls, les Loubars et les Malbars, qui étaient du sud de l'Inde pour travailler la canne après l'abolition de l'esclavage, ou même quand les gens n'ont plus voulu travailler la canne. Et puis il y a des Anglais, bien sûr, ils sont toujours là, les Anglais, ouais. et des Français, des fils de pirates, de marins, de Normands, et beaucoup de gens qui ont des particules, parce que c'était des nobles qui étaient sur les grands bateaux, qui ont fondé foyers dans les îles Mascareignes, c'est-à-dire l'île Bourbon, qui est l'île de la Vanille et qui est la Réunion, Madagascar, et l'île de France, qui était donc l'île Maurice. Ouais. Ça vous apprend beaucoup, vous, Carlos, comme ça, les autres, les cérémonies. Quand vous vous plongez là-dedans, vous découvrez toujours des choses nouvelles. À chaque voyage, votre vie, vous devez voyager, mais à chaque voyage... Je reviens des îles Bijagos, qui sont au large de la Guinée-Bissau, qui sont... alors vraiment, c'est incroyable, parce qu'ils n'ont pas vu d'autres tribus, d'autres ethnies qu'eux. Ils vivent comme ça, beaucoup en autarcie, avec une espèce de façon d'initiation permanente, dire à tel point qu'à partir de... Si on veut devenir homo grande, parce que ça parle portugais, c'est-à-dire un
des principaux gars de l'île, il faut rester. Alors, ça commence à 4 ans, à 7 ans. Hein. Mais là, à partir de 45 ans, 47 ans, il faut passer 7 ans seul en dehors du village sans avoir le droit de parler à une femme. Ouais. Ça, ce serait très dur pour vous, ça, Carlos. Enfin, des gestes. Ouais. Parle avec les mains. Mais non, mais c'est ni parler ni toucher. Il y a des trucs comme ça absolument formidables. Et puis des gens, t'amènes dans des îles désertes, il y en a une centaine. Tous les villages sont au centre, pas au bord de la mer, alors que nous on ferait ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont été beaucoup attaqués par des tribus qui arrivaient du Sénégal ou de Guinée en dessous. C'est vraiment, il y a des choses vraiment formidables. Ouais. L'envie, toujours comme ça, de Les donner humains. envie aux autres de partir à la rencontre de Puis ces semblables. Au Cameroun, j'étais nommé notable, Bamileke. Hein, Wambesso, c'est feu, voilà monsieur. Avec 4 rois qui m'attendaient, avec chacun 300 femmes. Il y a quand même un pays, on pense à Carlos, c'est quand même Tahiti. Alors voici des images donc de Carlos à oui. Tahiti, et puis Carlos un peu plus intime aussi d'une certaine façon, regardez. Oui. Pour avoir la chance de la rencontrer. Et moi, la fleur de ma vie, je l'avais rencontrée depuis longtemps. C'est ma femme, Mimi. Et je lui ai préparé une surprise, un vrai mariage tahitien, suivant la tradition polynésienne. Et ben voilà ma chérie, c'est pas fini encore, hein. C'est un début, mais c'est beau. Je regrette pour ces jeunes gens d'être un petit peu trop gros, parce que pour porter un poids pareil, mais pour porter l'amour que j'ai à ma femme, il n'y a pas assez de porteurs. Elle est belle, hein. Elle est belle. Carlos, on a envie d'y aller tout de suite, on a envie de plonger. Hein. Oui, on est au Tiki Village, et avec Talita, et tous ces gens merveilleux. Et c'est sur l'île de Moréa. Le mariage, je m'étais remarié pour faire plaisir à mon copain qui gère ce village, et puis Olivier. Et en fait, c'est ça la Polynésie. C'est des gens vraiment avec du cœur, avec de la musique, et en même temps devant un des plus beaux endroits du monde. Si ce n'est le plus bel endroit du monde. Et ils se sentent vraiment, ils sont loin de tout. C'est de là que tout est parti, j'allais dire, Carlos, l'envie de voyager. Les premiers voyages, c'est de Tahiti, il y a très longtemps. Oui, non, pour Tahiti, j'étais en 72. Pour la première fois, c'est vrai que c'est longtemps. Et c'était grâce à Tino Rossi, qui voulait absolument, qui n'avait pas pris l'avion depuis 1947, et qui avait peur, et qui acceptait d'aller faire une tournée en Polynésie, c'est-à-dire Nouméa, et puis Tahiti, Bora. Et c'est comme ça que j'ai découvert, moi en première partie de Tino Rossi, et lui, c'était un voyage de fou. Il avait 65 ans, il a eu ses 65 ans à cette époque-là à Nouméa. Ouais, c'est extraordinaire. Allez, on y va dans les souvenirs, Carlos, alors. Parce que je voudrais montrer quand même une photo. Hein, c'est Carlos tout petit. Hein, c'est quand même quelque chose. Ah ben à une époque, oui. Ah hein. oui, je vais être petit. Oui, je me souviens pas. Alors, maman, c'est évidemment Françoise Dolto. Oui. Hein. Il y a la petite sœur. Catherine. Oui. Catherine qui est médecin. Ben voilà la photo. Oui, elle est là. Elle Et est là. on ne demandera pas où vous êtes hein, là-dessus. Hein. Ben, je suis là-bas au bout. Là-bas, je suis le plus grand à l'époque. Je suis l'aîné. Mais enfin bon, mon frère a 1 an et demi de moins que moi et ma soeur 3 ans. Non, c'est des souvenirs. C'est une belle photo. C'est sympa parce que, mais il manque mon père. Il n'est pas là. Parce que mon père était un phare aussi pour moi. Ouais. Alors lui venait aussi de la Crimée. Il était kinésithérapeute. Non, il était médecin, il avait créé la kinésithérapie, la vraie en France. Il avait créé l'école française d'orthopédie et de massage, dont je suis diplômé chez Rami. Ouais. Parce que j'ai la main de ma sœur. Si vous avez une culotte de joie, vous pouvez peut-être faire une soirée admirable. Oui. Et maman, quand même, Françoise Dolto. Maman, encore bon, aujourd'hui, des ouvrages Bien célèbres, sûr, sa pensée là, extraordinaire. vient de sortir, Gallimard vient de sortir un truc merveilleux, c'est le 2e tome des correspondances. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable en plus. Et pour se parler, exprimer ses sentiments, de tout petit, hein, à partir de 4-5 ans, elle écrivait. Elle écrivait, on lui répondait. C'est assez étonnant, quoi, cette espèce d'échange de lettres avec des gens tout à fait différents dans le monde entier, avec sa famille, avec ses amis, avec d'autres psychanalystes, avec Lacan, avec
avec Berge. C'est très très émouvant de lire ces lettres. Premier tome et deuxième tome. Et c'était d'abord évidemment une maman pour le bien petit sûr, Carlos, bien donc, sûr. qui s'appelait donc pas vraiment Carlos à ce moment-là. Non, Carlos, ça a duré 3 secondes, c'est par hasard. Un jour, rue de la Huchette, j'ai changé de nom. Non, je m'appelle Ivan Chrysostome Dolto. Ouais. Borisevich, si tu veux, c'est le fils de Boris. Qui va aller dans une école expérimentale, c'est vrai? J'étais expérimental, oui, c'était à Arcueil-Cachan, par là. Quand j'étais tout petit, alors d'une façon bizarre, j'y allais seul. C'est-à-dire que j'avais 3 ans et demi, je me baladais avec mon cartable, descendre la rue Gay-Lussac, prendre le métro, sortir de Paris, descendre à 3-4 stations après, et faire 1 kilomètre à pied pour aller à l'école de Crolly, je crois que c'était là. Et ça, j'y croyais pas après, quand j'ai grandi. J'ai dû regarder les photos et les dates pour voir que je revenais en métro et à pied tout seul de 20 km de Paris. Titi Boss, c'est comme ça qu'on le surnommait? Titi Boss, mon père appelait comme ça. Titi Boss, bonne bosse. Pourquoi? C'était... Titi, je sais pas. Et j'étais le patron des attaquants. Les attaquants, c'était un groupe de gars qui étaient beaucoup plus vieux que moi, ils devaient avoir 12-13 ans. Et on attaquait tout le monde, sauf les amoureux et les clochards. Ça se passait vers Saint-Germain-des-Prés. Non, ça se passait au Grand Luxembourg. Ouais. Au Grand Luxembourg, au Petit Luxembourg, où on était la bête noire des gardes, qui étaient déjà des gens un peu âgés en général, et qui nous courent après, on piquait leur képi. Enfin, Et maman Dolto, elle disait rien? Non, Dolto, non, elle ne savait pas tout ça, elle n'a pas le temps de s'occuper de ça. Non, mais elle disait rien parce qu'on... Alors, prenez pas exemple par rapport à ces thèses. Non. On a eu une enfance très, très heureuse. Mais elle disait qu'elle n'était pas psychanalyste avec ses enfants. Ouais. Ce qui est vrai. Ouais. Alors que j'ai pourtant été observé dans son premier... Dans Psychanalyse et pédiatrie et le cas Dominique, je sais que j'ai été observé parce qu'elle l'a écrit. Et le petit Ivan Chrysostome, il va avoir l'envie d'aller dans les boîtes de nuit, de sortir très tôt, aller à Saint-Germain-des-Prés, d'aller rencontrer cette vie nocturne. Voilà, pour plusieurs choses. D'abord parce qu'on habitait, mon père voulait retrouver la latitude de sa naissance, c'est-à-dire la Crimée, sur le bord de la mer. Donc il avait trouvé un vieux baron qui avait pris la maison en viager. Et comme il était médecin, le baron ne voulait que ce soit que lui qui le soigne. Il a pris la maison en viager, le baron avait 77 ans, et il doit soigner, lui, en descendant en train pendant 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on a payé les viagers, et c'est mon père qui entretenait la vie de ce vieux baron, le baron de Ville d'Avray, en plus. Inventeur du carburateur à niveau constant, un type formidable. Et là, on allait à la pêche, et je rencontrais une famille qui s'appelait Davis Boyer, et qui était complètement dans le showbiz, déjà. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, j'ai adoré le jazz. J'habitais à Saint-Germain-des-Prés, donc vous imaginez bien la suite, avec Annie Vartan, Francis Dreyfus. Et Johnny, très tôt. Un peu après, Johnny, un petit peu après, quand on avait 15 ans. Moi, c'était de 13 à 14 ans. 15 ans, Johnny, on s'est rencontrés. Jean Lépin. Quel âge il avait? Mon âge, on a le même âge. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Eh bien, il chantait, il commençait à chanter. Et en 1960, on avait 17 ans. Il chante au Vieux Colombier à Jean Lépin, donc je faisais l'assistant dans les coulisses, afficher les affiches la nuit, et j'étais chargé de faire rentrer les jeunes dans le Vieux Colombier, qui était un cabaret formidable. Et justement, avec Madame Davis Boyer, Délier Davis Boyer, on a filmé les premières chansons de Johnny, 8 ou 10, où il s'accompagnait tout seul, il faisait les intros, les choristes avec un orchestre qui n'avait rien à foutre derrière. Mais je savais que ça allait être une grande vedette, et je ne me suis pas trompé. Non, et l'amitié et la fidélité, parce que encore aujourd'hui, moi, je l'ai vu tous hier, ces amis-là, avec Lucchini, oui. c'est très important l'amitié, comme ça. Ah oui, c'est très beau l'amitié, c'est formidable, c'est l'amour sans le sexe. C'est avec si on veut, hein. Pourquoi pas. Mais c'est profond, quoi. C'est des choses, ces espèces de liens qui ne se voient pas et qui font que on est presque jaloux d'un ami plus que d'une femme. Alors il va y avoir de la radio, remplacement de Lucien Maurice. Oui, Lucien Maurice. En fait, c'était la place de Michel Cogoni que Lucien remplaçait. Et puis j'ai fait après Salut les copains. Et puis sur Monte-Carlo aussi, Radio Monte-Carlo, qui était une très jolie, qui était entre midi et demi, avec à l'époque de Morosi et Tassez. Non, oui, c'était très bon. Et le personnage, puis comme ça. beaucoup de tournées sur les grands podiums. On va voir des extraits très rapidement comme ça dans le plasma, de ces émissions de Guy Lux, de tout ça, de ces chansons, les croisades parmi d'autres chansons. Mais toutes ces chansons, c'était quand même...
Oui, il y a eu. Ah bah voilà, alors il y a les coussins et les composantes, c'est quand même quelque chose. Oui. C'est des émissions de variété, ça. Ça, Excusez-moi. c'était avec de l'équipement, il y avait des. Il y a, tout ce qu'il il y a un fallait, là, hein. château, il y a un cheval, c'est un cheval jupe. C'est-à-dire que là, il y avait véritablement la chanson. Je sais pas où vous l'avez trouvé, mais c'est chouette, je ne le connais pas celui-là. Vous n'avez pas changé, hein? Non, enfin, si j'ai un peu des plumado. On va voir quelques moments comme ça, mais c'est vrai. Il est marrant. Et alors, mes musiciens, Oui. Et alors, les musiciens, ils oui. me coupaient la moustache la queue du cheval, ils mettaient des moustaches. Avec à la fin de la tournée, le cheval avec des moustaches comme ça, et puis du tout de poils. Ouais. Si je vous dis Big Bisou en anglais, ça veut dire. Gros baiser. Il fallait le préciser au début de la chanson parce que ça va être un tube. Écoutez Mais ça. ça hein. va de soi, ça va de soi. C'était. Combien de gens se sont aimés sur cette chanson? Alors beaucoup. On me remercie. Mais il y a plein de choses. Le bougalou du loup-garou, les gens ont dansé. La cantine, les gosses ont voulu. Faisait tellement de manières Il mettait parfois jusqu'à 100 ans bon sang. Alors, je l'amène doucement. Et pourquoi il existe C'est un souvenir du joli temps temps passé. passé, dépassé. Et d'abord, Sur la main, alors, elle existe parce que C'est comment est l'histoire, par exemple, d'une Voilà, chanson mais comme toutes ça? les chansons Parce que ça a des été des histoires. ventes énormes. toutes les chansons Ouais. ont des histoires. Il y a Sylvie qui revient des États-Unis. Un jour, elle me dit Carlos, il faut pas savoir comment il danse. Ça s'appelle le jerk. C'est tout nouveau, ce truc-là. C'est 76, hein. Et il danse comme ça, sans se regarder, sans se toucher. Ah bon? J'ai dit, il faut que je trouve un alibi sur ce genre de tampon pour que les gens se retouchent, s'embrassent et quand attention sur la bouche. Alors là, il y a des tas de Surtout, jokes. ça dure très longtemps sur la Merci bouche, hein, beaucoup. c'est bien. Oui. Ben, c'était pour bien expliquer que c'était là que ça se passait. Et à la fin, je dis, plus besoin que je dise où. Ouais. Et puis, oui, le truc comme ça, le bougalou du loup-garou, il est né parce Avec que. Dassin, le bougalou Avec du Dassin. Loup-garou, oui. Parce que d'abord, j'ai demandé à Géo, qu'est-ce qu'il y avait comme danse avant le One Step? Et il me dit, il y a un truc qui s'appelle le bougalou. Et le mec qui était là, le bougalou du loup-garou. Très bien. Et on a pris tous les grands riffs des grands orchestres de jazz, Jimmy Lansford, Count Basie, Duke Ellington à l'époque, Glenn Miller. Et on a construit cette chanson. Et là, tout le monde danse encore dans les boîtes de Tenez, nuit. puisqu'on y est, c'est pas dans l'ordre prévu, mais Jonas, regardez-le, ça c'était dans une émission. C'était un numéro 1. Je me souviens, c'est avec Jim. Hein Je New connais pas York, celui-là. c'est plus jeune, plus moderne. Non, New Amsterdam, j'y tiens, en souvenir de mon pays natal, où les marins chantent au large les rêves qui les hantent. Vous fumez, monsieur Peter Stew. Non, s'il vous plaît, pas de publicité sur TF1, merci. Non, je ne fume pas, chef Lafayette. Moi, fumé beaucoup cigarettes pendant beaucoup lunes. Mais Simone veille. Et voilà. Ça, c'est clair. Bon, Jodassin, quand même, Carlos, on peut ne pas parler de Jodassin, parce que c'est une amitié tellement proche. Ouais. Oui. Et C'était avec le premier album, la journée de Monsieur Chose, avec le Oui, premier album concept, 74, avec oui. Dassin, avec Joël, il était une fois. Il y a un duo avec Dassin, il y a un duo avec Joël, il y a un duo avec Alice Donna. Et non, Joe, c'était un type formidable. D'abord, nos parents, nos deux pères étaient partis d'Odessa, de Russie. Et lui, il voulait aller en Amérique, où il est tombé malheureusement sur le macartisme. Lui qui partait de Russie, il s'est fait traiter de communiste, le père, Jules. Et puis le mien est parti vers la France. Et c'est donc des origines slaves, bien sûr. Et puis il a bourlingué un peu partout. Il était professeur d'ethnologie. Il a été en Suisse camionneur. Et il a tout fait. Et il avait une voix formidable. Il jouait du folk. Et on était obligés de se rencontrer. Et puis à travers les Carpentiers, il ne faut pas oublier, qui ont été des gens magnifiques, qui ont permis justement ces décors extraordinaires et ces fêtes. Mais on travaillait vraiment beaucoup, avec beaucoup de joie. On faisait de la télévision pour donner du bonheur aux gens. Il y avait l'audimat, on s'en foutait, puisque il y avait une chaîne et demie, quoi. Il y avait Enfin, mais on se foutait pas des gens, par contre. On travaillait quelquefois sur une chanson, on faisait, avec les danseuses, il y avait 12 costumes, plus le nôtre, le décor. Je me souviens, j'étais déguisé en bourdon avec 11 abeilles, on volait. Tu t'imagines le truc pour essayer les costumes puis les balais. Je voulais qu'on parle de Sylvie Vartan quand même, parce que ça, on le disait à l'instant, mais ça tout a commencé par là quand même. Oui. Hein, ça a été Tout des a années. commencé. Bon, évidemment, elle a la chanson de Minute 35 de Bonheur qu'on connaît en duo, mais avant, c'est le secrétaire de Sylvie. C'était. Oui, moi je faisais avec Sylvie ce que 6 personnes font pour moi aujourd'hui.
m'occupais des rendez-vous, de la presse, de la promotion des disques, sur scène, des lumières au Japon, au Brésil. J'étais avec le noir, plein feu, rouge, jaune, plomb, demi-teinte, rideau. Et puis après, je chantais sur scène, je revenais, je prenais la voiture, on allait à... Non, mais il faut dire que c'était une fille formidable. Encore une slave. Oui, c'est vrai. Encore une slave. Sa mère était hongroise, son père bulgare. Et partie de rigolade, magnifique. Et la danse aussi avec elle, hein, c'était quand même quelque chose d'important d'apprendre le métier de cette façon-là. Oui, hein. oui. C'est marrant, je me souviens pas de Je t'aime aussi. Parce que ce chemin des Linda, J'étais un peu même, j'étais bien, ça. Soleil, Je ne pas la mettre cette veste. C'est des bons souvenirs, ça, quand même, Carlos. Hein. Ah oui, c'est bien sûr que c'était... Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on faisait 200 ou 300 galas par an. C'est-à-dire qu'on se promenait dans le monde entier, partout. D'abord, toutes les tournées en France, on était... octobre, novembre jusqu'au mois de décembre, février, mars, et puis juin, juillet, août, jusqu'au 15 septembre. On allait voir les gens, on allait rentrer sur scène tous les soirs pratiquement. Ouais. Et apporter du bonheur. Tout nu, tout bronzé, par exemple. Tiens, c'est une chanson. Ça a marqué quand même, parce que ça identifie ça. Hein, on va l'entendre. Oui, parce que c'était à l'époque où on interdisait le nudisme sur les plages. Oui. Il y avait par contre Paul Voilà, Naref qui montrait ses fesses. Ah oui, mais j'ai fait une pochette aussi de l'autre côté, moi. Oui. J'ai mis un chapeau sur le devant. Oui. Il tenait tout seul. Va savoir pourquoi. C'est la fantaisie, c'est dire on peut tout faire, tout dire comme ça. Il faut pas se Bon, prendre au pas sérieux. tout faire, tout dire, parce que bon, mais tout ce qui est dit avec le sourire, avec le clin d'œil, n'est jamais vulgaire quand on plaisante. Ouais. Sauf bien sûr. C'est faire oublier aux gens leurs soucis. Ces saloperies-là. Ouais. Faire oublier, oui, faire oublier. Leur donner une petite étincelle de... On est là pour ça, on est des espèces de petits médecins de l'âme. On ne soigne pas les corps, ni l'esprit, on soigne justement le petit plus. On est des passeurs de beaux moments. Ouais. Voilà. C'est- Soleil sur le sable, sur les galets. Voilà, Carlos, les rencontres, pour y revenir, parce qu'on pourrait aussi parler de Mike Brandt, par exemple. Tout début Oui. de Mike Brandt, c'est vous, Carlos, qui l'avez amené ici. J'étais à Téhéran avec Sylvie, d'ailleurs, pour 8 jours dans un grand club de genre Ludo, qui s'appelle Baccarat ou Baraka, je pense. Et il y avait un orchestre et il y avait un chanteur d'orchestre. Et le chanteur, c'était Mike. Et il avait une voix sublime. Il imitait, pas de chansons à lui, mais il imitait Tom Jones, tous les grands chanteurs à voix. Il finissait par une imitation de Jerry Lewis, qui était sublime. Et puis, Jean Renard m'avait joué quelque temps avant une chanson qui s'appelait « Laisse-moi t'aimer », qui m'était restée dans la tête. Qu'il fallait... À l'époque, c'était des chanteurs à voix. Hein. Et voilà, je dis à Mike, tiens, on en parle avec Sylvie, il dit, bon, ce type-là, il serait super pour cette chanson. Ben, si tu veux venir... Ah non, je veux pas venir en Europe, il voulait aller rejoindre à Londres Esther et Habib Ofarim, avec qui il avait fait la tournée des musicals d'Israël l'année d'avant aux États-Unis. Sur le nom de Moshe Brandt. Et en fait, il débarque à Paris, il m'appelle, et puis je lui Il appelle présente. une cabine, quoi. Il téléphone comme ça. Oui, il a le non, parce numéro qu'il me de Carlos, cherchait. ouais. Voilà, j'ai donné le numéro, et j'avais à l'époque un restaurant qui s'appelle le Bistingo, au Saint-Benoît, et il me joint là-bas. Je dis, barrique tout de suite. Hein. Alors, je l'ai logé, il chantait là, il y avait tout l'immeuble qui descendait, parce qu'il disait, ça va pas. Il était vraiment extraordinaire, il avait une voix, c'était un vrai vivant, puis malheureusement, de temps en temps, je regrette d'avoir fait tout ça, parce que il s'est fait disparaître, et c'est pas bien, quoi. Voilà, il y a des jolies histoires, puis là, qui finissent mal. Mais pour moi, c'était une belle histoire, parce que ce mec-là était heureux, il voulait gagner de l'argent, et plaire aux femmes et réussir, ben, il avait réussi tout ça, et puis voilà, boum. Carlos, les tournées incroyables. Alors, il va y avoir Michel Sardou, vous allez l'accompagner souvent en tournée, hein, en première partie. Ouais, avec Michel. Ouais, ben, C'était moi, j'étais la vedette américaine dans les années idéale. 70, hein.
entre 70 et 74. Après, il m'a viré. Le chantier, on va entendre encore une chanson comme ça, on va voir une chanson extraite comme ça des shows, tout que vous nous racontez de tous ces souvenirs. Hein? Comment ça se passait avec Sardou, par exemple? C'était les tournées, ça se finissait très tard, il y avait après la tournée, il y avait... Oui. Michel, c'est bizarre parce moi je l'ai connu pendant le tournage de D'où viens-tu de Johnny en 63. Et nous, on avait 20 ans, et lui, on avait 15. Et c'était tout à fait une grande différence à cette époque-là. 5 ans. Et Johnny et moi, on était déjà des hommes. Et puis, donc, je l'ai appris à le connaître. Et vers 70, bon, il avait 22 ans, il avait ce service militaire. Et puis, il chantait quand il commençait. Et on a décidé de faire des tournées ensemble. On a appelé nos agents, Victor, qui malheureusement a disparu, et Charlie Marwani. Et on a fait des tournées avec Pierre Billon, avec Marianne Mille, Maurice Dulac. Et on a sillonné la France. Alors, les tournées d'hiver, les tournées d'été. Quand je dis et on a fait 2 mois et demi l'Olympia. Oui, mais quand il y avait après la tournée, c'est-à-dire que vous terminiez dans des hôtels, il y avait toujours la fête. Il y avait la 3e mi-temps. C'était avant les années Barclay, avant tout ça déjà. Oui. Hein? Barclay, ça existait déjà avant Barclay. C'était les tournées d'abord. Il y avait beaucoup plus de musiciens. Un jour, avec Michel, on était parti avec avant de faire l'Olympia. On est parti avec les 28 musiciens de l'orchestre. Musiciens, danseurs, danseuses, choristes. En tournée. Donc, tu t'imagines dans un hôtel, on arrive, on est 50, entre les techniciens. Alors, ça nous appartient. Mais c'était jamais méchant, c'était drôle. Une fois, je me souviens de fêtes irracontables. On s'est retrouvés à 12 dans une baignoire. Et c'était pas une grande baignoire, pourtant. Il y a toujours eu des filles dans votre vie, Carlos. C'est important, les femmes. C'est important, mais qu'est-ce qu'on serait sans elles? D'abord, on serait pas nés. Déjà, oui. Hein? Alors, bon, moi, j'aimerais pas être pas né, sauf si j'étais une ex-salope. Mais c'est le bonheur, les femmes, parce que c'est beaucoup plus intelligent que nous. Une femme, c'est beaucoup moins con. C'est chaleureux, c'est brillant, ça te fait comprendre tes erreurs. Et puis ça donne une résonance à la vie, parce que nous, tout seuls, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas créer une famille, un foyer. C'est beau, quoi, c'est une espèce d'alter ego. Moi, je comprends que Dieu créa la femme. Malheureusement, il a fait l'homme aussi, mais enfin, tant mieux, parce que ça m'étonnerait un peu, quand même. Mais alors, Carlos, c'est aussi l'image des grosses têtes, c'est aussi l'image de l'humour, des blagues. C'est important, toujours, comme ça, d'apporter cet humour. Si je disais, par exemple, est-ce qu'il y a une blague, là, qui vous vient, ou quand on doit vous en demander, comme ça, on veut dire, allez, racontez-nous-en une, Carlos. Puis il y en a qui sont pas racontables. Je sais pas, choisissez. Ça vous dira. En ce moment, c'est les blondes. Alors, il y a une blonde qui rentre dans une librairie tenue par une autre blonde. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais un livre. Oui, quel auteur? 20 cm. Vincent qui? Voilà. Pour une autre histoire de... Non, il y en a qui ne sont pas racontables. Parce que, quand même, il faut raisonner, on est quand même devant, je crois qu'il y a 4-5 auditeurs ou téléspectateurs, donc on ne peut pas se permettre d'aller dans le grivois et le grossier. Il y en a une qui est bien, c'est une Belge aussi. Et un type dont la femme est morte qui rencontre son pote. Ça va, tu vas voir les prostituées? Oui, toujours, tout ça, c'est ma petite détente. Bien, et tu vas? Je suis à Bruxelles, mais tu ne connais pas Amsterdam? Non. À Amsterdam, il y a les vitrines avec les filles dedans. Ah bon? À Amsterdam, et oh, c'est pas possible cette vitrine. Oh, c'est encore plus joli celle-là. Et il voit un endroit tout en violet, avec une femme sublime, genre la femme de Stallone, presque nue, en train de téléphoner. Il essaie d'attirer son attention. Alors il tape sur la vitre. Elle s'en tourne et fait oui. Il fait c'est combien? 1 000 €. On dit c'est cher. Elle dit oui, mais c'est du double vitrage. Voilà, c'est ça. Petite bêtise comme ça. Il y a une chanson, c'est une nouvelle chanson, Carlos. C'est Si je revenais. Ah, si, ça, c'est l'autre Carlos. Ça. Oui. C'est l'autre Carlos. C'est un Carlos important, c'est un Carlos tendre, c'est un Carlos sentimental. C'est un Carlos qui est quelquefois un peu malheureux parce que ces chansons-là, on ne les connaît pas. À part ceux qui achètent les disques, bien sûr. Mais si je revenais, c'est... Écoute, c'est la métempsycose, c'est la réincarnation. Je sais, c'est improbable, mais si je revenais de cette dernière balade, oh, on ne sait jamais,
déguisé en nabab, en vache ou en forêt, ce serait pour te dire que je t'aimais. C'est chanter aussi, c'est la mort. C'est chanter que l'amour, c'est plus fort que la mort. Voilà, c'est exact. D'abord, elle a une histoire, et vous la connaissez pas, je vais vous la raconter, mais je veux dire par là que, effectivement, quand on arrive près de cette dernière balade, alors on peut croire en tout ou en rien, mais on peut rêver qu'on peut revenir en réincarnation. Alors, il y a beaucoup de pays de religion, de races qui croient en l'incarnation. On vient en scarabée, on vient en chien, on vient en vache, en forêt, en pape. Et pourquoi on viendrait ? Eh bien, on viendrait pour dire à la femme avec qui on a vécu qu'on l'aimait encore. Parce que je pense que quand les gens disparaissent, la première chose qui vient à l'esprit, c'est « j'ai pas dit assez que je l'aimais ». Ton père, ta mère, ton frère, ta femme. Donc, on vient dire... C'est le Carlos qui regrette aussi de ne pas avoir dit « je t'aime » assez souvent à ceux qui sont plus là. Toujours. Mon père est mort, j'étais fou de ne pas lui avoir dit assez « je t'aime », ma mère aussi. Parce que c'est ça, c'est la seule façon de transmettre la réalité de l'amour et du respect, du manque, c'est de dire je t'aime avant qu'ils partent. Alors c'est bien de revenir après, en fait, je t'ai pas dit assez. Derrière le rire, il y a autre chose parfois. Arrêtez de crever pour emmerder le temps. Ouais. Derrière le rire, il y a autre chose parfois. Oui, l'histoire du clown triste. Mais bien sûr que le rire est une claque qu'on donne à la mort. Et l'encouragement à la vie, à la fête. Alors, oui, c'est moi le truc du clown triste, le mec avec le nez rouge et la larme qui coule, oui et non, bon pourquoi pas. Mais je pense que c'est surtout une façon d'oublier qu'on ne sait pas. Voilà. C'est d'oublier qu'on ne saura jamais, comme disait Gabin. Et cette chanson, elle a une histoire parce que j'étais avec Pierre Billon et Jean Morat au studio, on cherchait des musiques. Et puis je vois des chansons, je dis qu'est-ce que c'est que ça ? Et si je revenais le titre, mais on me dit ça c'est une des chansons qu'on avait écrites pour Serge Reggiani. Et Serge qui a disparu, que j'aimais beaucoup. Je dis je peux l'écouter. Et alors on a changé le tempo, un peu la mélodie, on a changé quelques mots. Et puis je l'ai faite. D'abord en rendant hommage à Serge qui avait disparu, disons. Comme ça. S'il revient et qu'il l'entend, ça lui fera plaisir. Il saura que c'est lui qui a créé la chanson, qui aurait dû créer cette chanson que je chante. Et puis j'ai trouvé ça très beau. Le fait de pouvoir... en phase B de RTT, c'est un challenge. Enfin bon, c'est... Tant mieux si les gens redécouvrent aussi un autre... J'ai fait beaucoup de chansons comme ça. J'ai fait une chanson sur Coluche qui s'appelle... où je prononce pas une fois le mot Coluche, je l'appelle Colucci. Une chanson sur les enfants battus que je chante sur scène et il y a un silence après cette chanson qui est poignant, plus que les applaudissements, car jamais entre Big Bisou et Thierry Pimpon sur le Chihuahua, tu vois, c'est très dur. Merci infiniment, Carlos. C'est en écoutant peut-être, si je revenais comme ça, qu'on va se quitter. Merci infiniment. De rien, merci de m'avoir accueilli si gentiment. Je sais c'est improbable, mais si je revenais de cette dernière balade, oh, on ne sait jamais, déguisé en nabab, en vache ou en forêt, ce serait pour te dire que je t'aimais. Posé sur ton épaule, toute guêpe